Alors, bonjour à tous. Donc, cette session est organisée dans le cadre de Occitanie Santé Numérique. Occitanie Santé Numérique, vous le savez maintenant, c'est porté par, là, en tout cas, ces conférences portées par la Factory Digital 113 en collaboration avec Eurobiomed. L'objectif d'Occitanie Santé Numérique, qui est piloté par Dominique Pont dans la région, c'est de contribuer à dynamiser la filière santé numérique dans la région aux côtés de l'ensemble des acteurs. J'ai le plaisir de voir que la région est arrivée, la CPAM aussi, donc il y a tous les acteurs, bonjour, qui sont avec nous bien sûr. Alors, bon, on va le redire, mais parce que c'est important, la santé numérique en Occitanie, c'est un de nos points forts. Mais c'est surtout que c'est une des priorités du ministère de la Santé aujourd'hui, une des priorités, je dis bien, et que beaucoup de moyens sont mis à disposition par l'État, aussi bien pour les industriels que pour les établissements. Alors, donc aujourd'hui, on va axer le temps de parole sur deux éléments. D'abord, la présentation du Ségur de la santé et de ses déclinaisons pour les établissements de santé et pour les industriels. Et c'est Olivier Clatz, qui est directeur du Ségur numérique au Commissariat général de l'investissement, qui nous fait plaisir d'être là aujourd'hui. Olivier, tu te représenteras tout à l'heure, mais en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Évidemment, dans ce plan, on a toute une partie donc, qui est axée sur le médico-social. Et là, on a également le plaisir d'accueillir Odile Jamet, qui va nous exposer le contexte et les éléments opérationnels liés au médico-social. Odile est directrice de projet dans le secteur médico-social à la délégation du numérique en santé. Et si vous voulez bien, je ne résiste pas au plaisir de dire bonjour à Mathieu Faure, qui a fait un saut de Nîmes à Paris pour rejoindre la DNS. Et donc, merci Mathieu d'être avec nous aujourd'hui. Donc, si vous en êtes d'accord, on va fonctionner de la façon suivante. Donc, Olivier va prendre la parole en premier pendant le temps dont il a besoin. Ensuite, on aura une session de questions-réponses. Odile prendra la parole ensuite. Soit vous posez vos questions dans le chat, bien évidemment, soit ça va, on n'est pas trop nombreux, donc vous levez la main et vous êtes tout à fait autorisé, bien sûr, à prendre la parole. Merci Eliane de Digital 113 de coordonner toujours ça avec autant d'efficacité. Donc la parole est à Olivier. Allons-y. Ok, écoute, merci Jean-Louis. Alors, je fais une petite correction parce que j'ai signé mon contrat il y a 3 jours, là, et donc je n'ai pas changé de fonction. Je continue toujours de diriger le volet numérique du Ségur, mais alors maintenant au ministère de la Santé, ce qui était d'ailleurs un peu plus logique. Et donc, voilà, donc je parle maintenant au nom du ministère de la Santé. Mais voilà, donc toujours dans les mêmes fonctions. J'ai une petite présentation. Voilà, alors je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez Oui, bien? oui, ça marche. Super. Ok, très bien. Alors, je suis content que tu m'aies donné les personnes qui sont autour du Zoom. Du coup, je vais essayer de faire un point de vue un peu global. Après, j'ai un focus particulier sur le système de financement à l'équipement qui est nouveau et qui demande beaucoup d'explications. Mais je vais essayer quand même de passer du temps, notamment sur les financements qu'on met sur le volet hospitalier, à l'usage, par exemple, etc. Donc, comme tu l'as indiqué, en fait, le Ségur, c'est un investissement qui est historique, qui est issu en fait des concertations de l'été dernier, d'il y a 1 an maintenant quasiment, menées par Nicole Notat et qui ont conduit à cet objectif qui est d'arriver enfin à avoir un partage fluide et sécurisé des données de santé, à la fois entre professionnels et avec l'usager. Donc, c'est vraiment ça, entre guillemets, l'objectif, la feuille de mission que moi j'ai, et c'est ça qu'on souhaite réussir à l'horizon de ces moins de 3 ans maintenant, de ces 2 ans et demi. Et donc, ces moyens qui sont inédits, qui sont mis sur le numérique en santé aujourd'hui, c'est 2 milliards d'euros, dont 600 millions sont dédiés au médico-social. Odile va vous en parler un tout petit peu après. Et puis 1,4 milliard d'euros sur ce que nous, on appelle le sanitaire, mais il y a une zone un petit peu grise entre les deux, mais ça vous permet de voir un peu la répartition. Tout ça est dans le cadre, il y a le beau logo là, parce qu'on est obligé de le mettre, mais ça permet de le rappeler dans le cadre de France Relance. Donc, ça fait partie des projets prioritaires qui sont relancés, enfin, qui sont financés là aujourd'hui par ce programme d'investissement.
et qui par ailleurs est soutenu par l'Europe en deuxième volet, je dirais. Euh, dans sa mise en œuvre, qu'est-ce que ça implique, ce Ségur? Beaucoup d'éléments qui sont issus de la feuille de route du numérique en santé. Vous allez voir, on a mis en place ce que nous, on appelle des task force. Donc, c'est un jargon un peu plus moderne pour dire de groupe de travail, mais on a essayé d'embarquer tout l'ensemble de l'écosystème. Et de ces task force sont issus un certain nombre de recos, pas mal. Hein. Moi, j'étais en train de la relire là, pour le secteur de la radiologie, par exemple, que je copilote. On a plus d'une centaine de recommandations, mais donc il y a un socle commun qui est finalement ressorti de toutes ces concertations, qui est vraiment autour du renfort de ces services socles qui sont dans la feuille de route du numérique en santé. Donc vraiment, en fait, il y a cet esprit dans le Ségur. Et puis en termes quantitatifs, l'objectif, on essaye de le donner chiffré parce que ça permet à chacun de se rendre compte en fait de la marche à franchir. Aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est moins de 10 millions de documents échangés sous une forme numérique dans le parcours de soins. Ça veut dire quand on va voir le médecin, le pharmacien, quand on sort du radiologue ou du cabinet de bio, dans 98% des cas, ou 99% même, on sort avec un bout de papier. Et puis quand on a de la chance, on a une version numérique, mais ce n'est vraiment pas aujourd'hui le format le plus courant, quoi. Et donc, en gros, c'est ça l'objectif du Ségur, c'est faire que ce qui est quasiment exceptionnel aujourd'hui devienne la majorité demain à l'horizon de 2023. Voilà, pour vraiment marquer les esprits, c'est ça. C'est demain, quand on sort de chez le médecin, quand on sort du cabinet de radio ou autre, eh ben, on sort plus avec un bout de papier, on a un document qui est envoyé dans son dossier médical. Alors, du coup, on a ce schéma-là qui représente un petit peu l'organisation qu'on en a faite. Notre postulat, c'est de se dire on ne va pas y arriver si on continue de faire du top-down comme on en a fait depuis très longtemps. On partage le constat que beaucoup font que voilà, ça ne marche pas très bien en fait encore aujourd'hui le numérique en santé, et probablement parce qu'on a essayé de faire un peu trop les choses du côté des pouvoirs publics au sens large sans impliquer les acteurs de l'écosystème. Et donc, ce n'est pas dit qu'on y réussisse ce coup-ci, hein. On fait des paris, mais on se dit, voilà, on y arrivera mieux au moins si on arrive à embarquer tout le monde. Et donc, vous le verrez, il y a des mots-clés qu'on va utiliser dans la communication à l'avenir, mais qui est essentiel en fait dans la manière dont on imagine en fait la mise en œuvre de Ségur, c'est réussir ensemble en fait à la fois mon espace santé, à la fois ce parcours de soins numériques, à la fois ce volet numérique du Ségur. C'est vraiment ce mot-clé réussir ensemble qui est celui qui dicte la manière dont on organise le travail. Et donc, du coup, là, je vous parlais du parcours de soins numériques, donc les échanges de données numériques entre professionnels. Donc, c'est le cercle rouge que vous avez ici. Et je ne sais pas si vous voyez ma souris. Attendez, si je la mets là, vous la voyez ou pas? Oui, oui, oui. OK, En très fait, bien. on voit bien. OK. Donc là, vous avez en fait au centre le patient. Donc, je le répète, probablement beaucoup d'entre vous le savent, mais ça fait du bien de le répéter. Donc, l'ensemble des patients ou des citoyens même seront dotés d'un espace santé, de mon espace santé, à compter du 1er janvier 2022, sauf ceux qui sont opposés. Mais on espère qu'on va franchir un grand cap. Là où aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est un peu moins de 10% des personnes qui ont un dossier médical partagé. On espère que demain, on sera dans le scénario inverse, on aura un peu moins de 10% des gens qui s'y seront opposés, on ne peut pas savoir, hein, mais qu'on aura une très grande majorité des gens qui disposeront de cet espace santé à l'intérieur duquel vous retrouverez en fait le DMP qui est le coffre-fort sécurisé des données de santé. Et puis associé à ça, un agenda de santé et puis une messagerie sécurisée de santé. Donc chaque citoyen disposera demain d'un moyen d'échanger de manière sécurisée par email avec son médecin ou son professionnel de santé. Donc voilà, ce patient au cœur, les données qui devront très rapidement être échangées sous une forme numérique avec ce patient, et puis également entre professionnels de santé. Et donc là, les secteurs d'activité, nous on appelle ça des couloirs parce qu'on a organisé ça dans le Ségur sous cette forme-là. Ceux que vous avez actuellement à l'écran, c'est donc les médecins de ville, la pharmacie, les établissements de santé, tout le secteur médico-social dont Odile va vous parler, la radiologie et puis la biologie. Donc parmi ceux-là, ils sont
tous lancés sauf la pharmacie qui alors vient à peine de se lancer en interne, donc on n'a pas encore commencé ces fameuses task force. Et on a je dirais une excroissance là qu'on va probablement rajouter dans le cercle qui est autour de toutes les professions paramédicales, donc les orthophonistes, les orthoptistes, les infirmiers diplômés d'État, mais également les dentistes, les chirurgiens dentistes, donc les sages-femmes. Je pense que j'en oublie les masseurs kinés. Et donc, tout cela feront partie d'un volet spécifique qui sera traité dans pas très longtemps, on l'espère. En toute transparence, on a aussi des questions de ressources humaines nous, qui font qu'on ne peut pas lancer tout en parallèle. Voilà. Et donc, je vous le disais, nous, grosso modo, les premiers travaux là, qui ont été lancés à travers les premières task force font ressortir le besoin de reposer sur cette feuille de route du numérique à travers ces 4 services socles essentiels. Donc, le dossier médical partagé, on ne représente plus, mais il va vraiment augmenter déjà en volume parce que le nombre de personnes va vraiment augmenter. Et puis, dans sa capacité à absorber des données, on va à la fois référencer plus de types de documents dans pas très longtemps. Et puis, ça commence déjà d'ailleurs, des données structurées, donc à travers, par exemple, le profil de santé. Donc, tout ça va être inclus à l'intérieur du dossier médical partagé. L'INS, donc l'identité nationale de santé, qui est l'un des plus gros changements qu'on voit là et qu'on amorce, obligatoire depuis le début de l'année, et qui implique vraiment des vrais changements en fait en termes de prise en charge des patients à l'accueil notamment. Et donc ça, c'est un vrai point pour tous les établissements là qui sont autour du Zoom. Il y a un vrai besoin d'aller former, créer des procédures pour l'accueil des patients, pour avoir un INS qui est qualifié. Et en fait, le fond de l'histoire derrière, c'est avoir la même identité, qu'on soit à l'hôpital ou en ville, qu'on soit dans le cabinet de radio ou dans le cabinet de biologie, et qu'on ne change pas d'identité numérique à chaque fois qu'on change d'établissement, ce qui était un peu aberrant, et c'était comme ça que ça fonctionnait jusqu'à maintenant. Et donc là, qu'on ait une identité numérique commune qui nous suit, en fait. Le troisième service socle en bas à gauche, c'est le Pro Santé Connect. Non, pardon, en bas à gauche, c'est la messagerie sécurisée de santé. Donc, l'espace de confiance sécurisé dans lequel on peut échanger des échanges, jusqu'à maintenant que entre professionnels. Mais vous l'avez compris, à partir du 1er janvier 2022, les patients aussi seront dans cet espace avec une adresse à eux. Et puis en bas à droite, donc du coup, Pro Santé Connect, qui est la virtualisation de la carte CPS. Donc, c'est un service qui permet d'être authentifié. C'est un moyen d'identification électronique pour les professionnels de santé. Alors, là, ce que vous avez à l'écran, c'est comment on pense le Ségur. Et en particulier, donc, il y a un élément qui est nouveau, c'est que jusqu'à maintenant, en fait, les programmes de financement venaient financer les acteurs de l'offre de soins sous une forme forfaitaire avec évidemment des objectifs. Et là, on a un petit peu coupé le programme en deux en se disant, voilà, il y a quand même un volet qui est extrêmement essentiel en fait à cette transformation numérique, c'est le volet équipement, c'est le volet logiciel. Et donc, on a tout un pilier d'action qui est dédié sur le volet équipement et on conserve quand même un financement de l'autre côté aux acteurs de l'offre de soins qui est toujours un peu similaire, sous une forme qui va être probablement forfaitaire en fonction d'objectifs d'usage. Nous, l'objectif, c'est de ne pas rentrer dans toute la transformation. Par exemple, l'INS que j'ai mentionné avant, qui va nécessiter de changer des procédures, de former les gens, peut-être d'adapter, je ne sais pas, la manière dont les personnes vont être accueillies au sein d'un établissement. On se dit que ça, voilà, il y a trop de complexité à essayer de gérer ça de manière nationale et donc on repose sur les acteurs et on finance ça sous une forme forfaitaire, cette transformation. Et de l'autre côté, donc sur le côté équipement, donc on a à la fois à chaque fois un côté incitatif et puis un côté qu'on appelle plus coercitif, qui est comment on contraint en fait finalement le système à évoluer. Et on se dit qu'évidemment, dans la temporalité, il faut mettre d'abord l'incitatif et puis la contrainte ensuite, même si on présente les deux dès maintenant pour être vraiment transparent. Et d'ailleurs, vous le voyez dans les véhicules législatifs qui ont déjà été passés, on a déjà aujourd'hui les moyens de créer les contraintes en fait, sur ces éléments-là. Donc, du côté incitatif, c'est des financements donc, pour le premier pilier, le côté équipement logiciel, qui est le système nouveau là, dont je vais vous parler un petit peu après, mais qui a pour but de venir financer la transformation de l'ensemble en fait, des logiciels, des différents couloirs dont on a parlé juste avant, pour intégrer à la fois ces services socles et puis toutes les recommandations ou les demandes des acteurs du métier qu'ils ont pu nous faire avec toujours cet objectif en tête, ce parcours de soins numériques.
Donc, je vais rentrer dans le détail un peu après. Je ne vais pas passer plus de temps sur cette case-là. Donc, ça, c'est un de nos leviers d'action. Et de l'autre côté, donc, un autre levier, en réalité deux leviers, parce qu'on ne passe pas par les mêmes tuyaux, entre guillemets, quand on s'adresse à l'hôpital et puis quand on s'adresse aux libéraux. Et donc là, on a deux tuyaux qui vont être des financements, comme je disais, forfaitaires conditionnés à des cibles d'usage et qu'on va activer alors là très bientôt, puisque l'instruction est en concertation là, donc elle est rédigée sur le volet hôpital, elle est en concertation en ce moment avec les ARS au moins et les différents acteurs, donc les fédérations hospitalières en particulier, et elle doit sortir là dans les semaines qui arrivent, donc au mois de juillet normalement. Et sur le volet libéral, alors on a eu les élections qui ont retardé en fait la négociation conventionnelle, mais elle devrait donc prendre ou reprendre là c'est pareil, dans les jours qui arrivent. Alors là, je crois que ça reprend le 23 juin. Et puis alors après, ça prendra le temps que ça prend cette négociation, mais en tout cas, c'est à peu près certain. On l'espère que ça sera signé avant la fin de l'année. Et donc là aussi, voir un levier de financement probablement adossé au forfait structure pour venir financer cette transformation du côté libéral. Et donc, vous voyez, on a mis là, entre les deux cases, entre l'incitatif et le coercitif, à la fois l'IFAC, qui a un financement qui existe déjà et qui a vocation à prendre plus d'ampleur dans le financement hospitalier et qui intégrera plus de numérique à l'avenir. Et puis, on l'a mis au milieu aussi sur le forfait structure, donc évidemment qu'on va abonder dans les 2 ans qui arrivent là. Je vous dis, c'est probablement le forfait structure. Je ne peux pas décider à l'avance de ce qui sera fait dans les négociations, mais ce sera probable pour venir augmenter en fait son assiette avec un volet numérique important. Et probablement sur le long terme, conditionner aussi ce forfait structure. Donc là, ça peut être vu aussi comme une mesure coercitive à l'engagement dans le numérique. Donc, on a à la fois un volet financier important, mais aussi le fait de le mettre dans ce forfait structure vient conditionner d'autres financements. Voilà. Et sur le volet donc coercitif, qui est plutôt l'aspect réglementaire, la capacité à rendre opposable, donc côté gauche, ces référentiels techniques, donc auprès des éditeurs. Et puis côté droite, plutôt côté des acteurs de l'offre de soins, pour nous, en fait, on a changé un tout petit quelque chose là dans la dernière loi ASAP, mais qui disait jusqu'à maintenant que, en effet, déjà, les médecins devaient en fait échanger les documents essentiels du parcours de soins, mais c'était chaque médecin qui était responsable de décider ce qui était nécessaire ou pas d'échanger. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que il y a finalement très peu d'échanges qui étaient réalisés sur cette base-là et que, en gros, chacun considérait qu'il n'y avait pas grand-chose qui devait être échangé. Donc là, on a légèrement inversé et c'est du coup à l'État de définir maintenant quels sont les documents. Donc ça, on travaille, c'est pareil, avec chaque secteur d'activité, les médecins, puis les spécialistes, les biologistes et les radiologues en premier, évidemment, pour les parties plateau techniques. Et puis, on verra avec le temps pour étager voilà, un calendrier d'obligation d'envoi de ces données sous une forme numérique dans le parcours de soins. Ensuite, donc là, vous avez un calendrier qui présente un peu l'ensemble des mesures. Donc, c'est mis sous une autre forme, ce que je vous ai présenté, sachant que vous avez compris, il y a probablement encore d'autres couloirs qui vont être lancés. Donc, la pharmacie qui est un petit peu en retard là déjà, le médico-social, alors qui a déjà été lancé à travers un autre programme, un ECMS numérique, Odile en parlera. Là, ce que vous avez chacune des lignes, c'est la partie qui est à l'équipement. Et puis en dessous, là, vous avez les lignes qui sont les financements forfaitaires conditionnés aux cibles d'usage. Donc, on a en gros les deux volets là, du Ségur, les deux piliers que je vous présentais. Ici, sur le système qui vient financer le logiciel, où on va… encore une fois, c'est plutôt un problème de ressources humaines de notre côté, d'arriver à cadencer le plus rapidement possible les sorties de ces financements-là. Mais on fait aussi vite que possible. Mais il y a un gros travail qui était nécessaire là en amont. Et puis en parallèle, là, donc la partie des financements, à la fois hospitalier et puis sur la partie du secteur libéral. Voilà. Et un point qui est important, c'est que sur la partie équipement logiciel, on va fonctionner en plusieurs vagues. Donc, il y en a 2 qui sont prévues à ce jour parce qu'on ne pouvait pas tout intégrer en fait dès le début. Et puis, on s'est dit qu'il fallait éviter l'effet tunnel pendant 3 ans. Là. Et donc, on essaye d'avoir des fenêtres de tir assez courtes avec un lot d'exigences qui est assez important, mais on ne met pas tout en fait dans chaque vague, évidemment.
Et puis fonctionner comme ça de manière incrémentale dans les demandes qu'on porte collectivement, hein, auprès des éditeurs, qu'on co-construit d'ailleurs avec les éditeurs. Mon dernier slide, qui est un slide qui est animé, il présente la manière dont va se dérouler ce volet-là, alors qui est un volet qui est en surface sur le slide important, mais qui en termes de financement est un petit peu inférieur au volet qui se trouve ici. Mais il se trouve qu'il est découpé plus, donc voilà, ça prend plus de place. Et on passe aussi pas mal de temps à l'expliquer parce que c'est un dispositif nouveau. Donc autant là, négociation conventionnelle, la partie financement à l'usage des hospitaliers qui va être sur un système proche d'Open, les gens sont assez familiers avec. Autant sur la partie du financement à l'équipement, c'est quelque chose de nouveau qui va financer. Donc, alors, grosso modo, ce que vous devez retenir, c'est que c'est un mécanisme d'achat pour compte. Donc, cet achat pour compte, c'est l'État qui fait les achats, donc c'est l'État qui paye, mais pour le compte des acteurs de l'offre de soins, donc pour le compte des médecins ou pour le compte des établissements de santé. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a un système de référencement et que seuls les logiciels qui sont référencés peuvent se retrouver en fait dans le dispositif. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans le détail, étape par étape. Donc la première étape pour nous, c'est de publier les règles du jeu. On appelle ça, nous, alors le mot va changer d'ailleurs, hein, ça va être DSR, hein, le R, ça va être pour référencement justement, donc dossier de spécification ou de référencement peut-être. Et puis, un côté appel à financement, grosso modo, qu'est-ce que c'est ça? C'est les deux éléments, à la fois d'un côté technique, quelles sont les exigences, et puis sur le volet financier, et puis tout ce qui va avec, hein, par exemple les conditions de maintenance, les conditions d'installation, les conditions d'envoi de données, par exemple, qu'on va demander. Tout ça, ça va être mis dans un arrêté qui va être publié. Donc là, notre planning prévisionnel, c'est mois prochain, on espère début du mois prochain, où moi, j'appelle ça les règles du jeu. On publie en fait toutes les conditions de ce financement et qu'est-ce qu'il faut pour jouer à la fois quand on est éditeur et puis quand on est un acteur de l'offre de soins. Et donc, on décrit de manière très spécifique qu'est-ce qui doit être inclus dans les logiciels qui vont être financés. Ensuite, l'étape suivante, c'est… Alors, les éditeurs, normalement, s'il y en a un qui sont dans la pièce, une immense majorité, en tout cas, c'est ouvert à tous les éditeurs qui le souhaitent, participent et co-construisent à travers ces task force à la définition de ces référentiels. Donc, il n'y aura pas d'effet de surprise. Hein. Là, il n'y aura pas le grand soir. On va découvrir tout ce qu'il y a dans ces DSL. Tout le monde sait ce qu'il y a, pardon, DSR. Et donc, l'idée, c'est qu'après, chaque éditeur fait son travail, développe et vient faire vérifier la conformité de son logiciel auprès de l'ANS, l'Agence du numérique en santé, qui elle-même reposera sur un certain nombre de vérifications qui seront faites du côté du CNDA, notamment pour la DMP compatibilité, pour l'INS, entre autres. Donc là, il y a un aller-retour. Hein. Je démontre que j'ai bien fait. Si c'est OK, je reçois mon petit sésame qui dit votre logiciel est maintenant référencé, il est conforme au spec, et puis si ce n'est pas bon, on repart pour un tour. Du coup, ce sésame qui dit que le logiciel il est bien conforme aux spécifications permettra ensuite de signer une convention. Alors vraisemblablement, ça sera l'ASP, l'Agence des services et paiements de l'État, qui mettra en œuvre, qui sera l'opérateur de ce mécanisme de financement. Et donc, tout éditeur qui a un logiciel qui est conforme pourra venir signer une convention pour devenir un sous-opérateur en fait, du système auprès de l'ensemble de ses clients existants ou futurs auprès desquels il pourra installer ce logiciel. Donc là, on a une seule convention. Hein. Parfois, ça n'a pas forcément été très clair. Il y a une convention qui est signée pour chacun des logiciels qui sera conforme. Ensuite, on rentre dans un mécanisme qui est plus classique, hein, de manière commerciale. L'éditeur va aller chercher des clients, hein, comme je disais. Donc, il va aller soit voir ses clients existants en disant écoutez, j'ai la possibilité de venir financer cette mise à jour Ségur. Et donc, l'objectif, hein, là, vous le verrez, c'est qu'il y a un reste à charge qui soit nul pour les établissements de santé et les professionnels sur ces fonctions Ségur. Ou ça peut être éventuellement des nouveaux clients. Alors nous, on pense que les financements qu'on a ne sont pas suffisants par contre pour complètement installer un nouveau logiciel. Donc il y aura peut-être du coup là dans ces cas précis un reste à charge.
Mais en tout cas, le système est prévu pour les deux scénarios, que ce soit un nouveau client ou un client existant. Et donc voilà, un devis qui est proposé avec, comme je vous le disais, pour beaucoup, on l'espère, un devis qui sera à 0. Et du coup, le client qui choisit peut avoir d'ailleurs plusieurs choix, choisir de changer ou de rester chez son éditeur. Et donc, voilà, un mécanisme de commande classique. On va par contre donner les petites lignes qui devront figurer dans le bon de commande pour être sûr que nous, on retrouve nos petits derrière et que ça soit facile à traiter par l'agence. Ensuite, donc, on a prévu un mécanisme d'avance. Donc, tout simplement, pour chaque commande, l'éditeur là pourra venir demander en fait une avance sur le paiement. On a même prévu, c'est encore en cours d'instruction, mais je pense que ça devrait être confirmé dans pas très longtemps, la possibilité pour les éditeurs d'aller chercher des commandes sous condition de labellisation. Donc, si je vous représente le schéma là, que l'éditeur puisse aller chercher en fait ces commandes-là avant d'être labellisé, donc avant d'avoir fait finalement cette étape-là. Donc voilà, donc ça permet d'enclencher en fait toute cette démarche commerciale en parallèle du développement technologique, et donc c'est du temps de gagner pour tout le monde. Voilà. Ensuite, donc la possibilité d'aller chercher ces avances. Là, par contre, vraisemblablement, donc c'est pareil, c'est encore en cours d'instruction, mais vraisemblablement, on viendra au moment de verser les avances vérifier que le logiciel a bien été labellisé. Donc là, on peut commencer les démarches commerciales en avance. Par contre, nous, on ne versera probablement pas, je vous dis, c'est encore en cours d'instruction, mais les avances avant que le logiciel soit labellisé. Ensuite, le travail continue. Donc, l'éditeur installe auprès de son client. Et ensuite, donc, il y a une vérification du bon fonctionnement qui sera soit demandée au client, soit dans certains cas, on pourra le faire nous-mêmes, notamment quand on doit vérifier qu'il y a des envois qui soient faits au DMP ou dans mon espace santé, dans la messagerie. Donc, on ne peut pas regarder en fait ce qu'il y a concrètement dans les messages, mais on peut voir que les messages transitent puisque ça transite vers des infrastructures de l'État. Et donc, cette partie-là, on pourra la vérifier nous-mêmes pour aller plus vite. Voilà, et donc pour finir, le solde qui sera versé lorsqu'on aura bien vérifié que à la fois les logiciels sont installés, mais qu'on voit vraiment en fait les flux de données, puisque c'est notre objectif, vous avez compris, qu'on voit véritablement ces flux de données qui sont mis en œuvre. Voilà, je vous ai fait un peu le panorama global en insistant volontairement sur ce système qui est un peu nouveau, mais n'hésitez pas à me poser des questions sur l'ensemble du dispositif. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? En tout cas, c'est un mécanisme nouveau que nous avait présenté sommairement Dominique lorsqu'il était venu là. Et donc, on voit aujourd'hui que ça a été mis en œuvre rapidement, puisque 2 mois après le fait qu'il nous en ait parlé, on a les éléments concrets. S'il n'y a pas de questions pour l'instant, on les prendra toutes à la fin. Moi, je vous proposerai qu'on passe à l'intervention d'Odile Jamet sur la partie médico-sociale, si ça vous convient. Et on reprend les questions globalement à la fin. Merci Olivier, si tu peux rester avec nous en tout cas. À tout à l'heure. Alors, merci en effet Olivier, parce qu'il y a pas mal de choses dans ce qui a été présenté par Olivier qu'on va pouvoir reprendre pour le secteur médico-social. Olivier, si tu veux bien enlever ton partage d'écran, s'il te plaît, pour que je puisse… Voilà, ça y est, merci. Je puisse démarrer la petite présentation. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. On voit. Est-ce que c'est bon ? Alors, moi, je vais… Pardon ? On n'est pas en plein écran. Si c'est possible de mettre la présentation en plein écran, c'est mieux, mais sinon, parce que c'est un peu petit, mais sinon, on voit. Alors, pourquoi il ne se met pas en plein écran ? Non, mais vous embêtez pas, on vous écoute, aucun problème. Ah, parfait. Ah, oui. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui. Allez-y. Ok, très bien. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler aujourd'hui du secteur médico-social avec des éléments de programme et des modalités d'action qui s'inscrivent dans ce qu'Olivier vient de vous présenter. Notamment, alors, je n'insisterai pas sur la partie financement à l'équipement, puisqu'Olivier l'a décrite assez largement.
et c'est quelque chose qu'on ne mettra en place pour le secteur médico-social qu'à partir du début de l'année 2022. On a des travaux préparatoires à mener avant, donc je ne reviendrai pas sur cette partie-là. En revanche, je vais vous parler principalement de ce qu'on appelle le financement à l'usage, c'est-à-dire dans le petit tableau là aussi que vous a présenté Olivier tout à l'heure, on est dans une mesure incitative qui doit inciter l'ensemble de l'écosystème du secteur médico-social à s'équiper de systèmes d'information qui soient beaucoup plus modernes, si on peut dire, en tout cas conformes à la doctrine technique du numérique telle qu'elle est portée par Dominique Pont et par la délégation du numérique en santé. Et donc, ce qu'on cherche, c'est à faire monter tout le monde en maturité. Alors, le programme SMS numérique, hein, qui est donc le financement à l'usage dans le secteur médico-social, c'est d'ailleurs une des actions de la feuille de route du numérique en santé, c'est l'action numéro 21, qui est un programme de soutien au système d'information dans le secteur médico-social pour les aider à prendre ce virage numérique. Alors, c'est un programme qui a été initialement démarré par la CNSA, initié par la CNSA, mais que le Ségur du numérique vient très nettement renforcer grâce aux 600 millions d'euros notamment qu'Olivier mentionnait tout à l'heure qui sont alloués au secteur médico-social. Donc ce programme SMS numérique qui avait démarré en 2019-2020 avec des fonds propres de la CNSA, on va vraiment l'accélérer très massivement et lui donner une envergure beaucoup plus importante grâce au crédit du Ségur. Alors, les objectifs, hein, les enjeux de ce programme ESMS numérique, c'est vraiment de moderniser les systèmes d'information des ESMS. On a tous partagé le constat, et on l'a vu de manière encore plus prégnante hein, pendant la crise, pendant la pandémie mondiale, on avait véritable difficulté à collecter notamment des informations auprès des ESMS et que la situation vis-à-vis du numérique dans les ESMS est parfois assez faible. Alors, elle est aussi très hétérogène, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Hein, il y a des secteurs, notamment les personnes âgées, qui sont très nettement mieux équipées que, par exemple, la protection de l'enfance ou la dictologie, puisque je rappelle que le secteur du médico-social, enfin, je le redirai aussi tout à l'heure, on détaillera un tout petit peu ça, est un secteur quand même très riche. Hein. Il y a 41 000 établissements à peu près dans le secteur médico-social, avec une très grande diversité. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est amener l'ensemble de ces établissements à un socle minimum de maturité, à la fois en termes d'équipement, mais aussi en termes de logiciels, de logique de déploiement, d'interopérabilité, de sécurité, RGPD, enfin tous les grands sujets du numérique et sur lesquels on a besoin d'amener tout le monde à monter en maturité. Ce qu'on veut, c'est véritablement développer les usages du numérique dans ce secteur. On veut améliorer la qualité de l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap qui, par exemple, quand elles sont prises en charge, ces personnes par un ensemble de structures ou d'associations qui assurent leur accompagnement. Aujourd'hui, on est en train de redemander plusieurs fois à ces personnes quelle est leur situation, quels sont leurs besoins, si on ne sait pas gérer leur vie, je dirais les événements de leur vie quotidienne, et on va peut-être venir pour faire une toilette alors que la personne a été hospitalisée le matin même quand elle relève d'un accompagnement à domicile. Donc toutes ces informations et toute cette qualité de l'accompagnement dans une logique de parcours et de services rendus vraiment aux usagers pour améliorer les prises en charge, on a vraiment besoin du numérique. C'est un levier extrêmement important qui peut vraiment faciliter le parcours des personnes accompagnées, mais aussi la connaissance qu'on en a. Hein. Aujourd'hui, c'est un secteur sur lequel on est malgré tout assez pauvre en termes de connaissances et de partage des informations sur leurs besoins. Alors, les besoins sont connus de manière locale par les organismes qui les accompagnent, mais on a de grandes difficultés quand même à avoir une vision consolidée de l'ensemble de ces besoins et du coup à faire évoluer peut-être l'offre un peu mieux en fonction de ces besoins. Donc, on a besoin aussi de ces éléments pour améliorer le pilotage de la transformation du secteur et améliorer
l'efficience du fonctionnement des ESMS qui, eux, de leur côté, non seulement ressaisissent souvent à la main ou refont à la main des choses qui ont déjà été faites par d'autres ESMS ou redemandent aux usagers des informations dont ils disposent déjà. Et donc, on a vraiment besoin d'améliorer tout ce circuit. Alors, l'objectif, au travers de ce programme, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le financement à l'usage avec un élément pivot qui est le dossier usager informatisé et interopérable. C'est pour ceux qui connaissent bien l'hôpital, l'équivalent du DPI à l'hôpital. Et bien dans un ESMS, ça s'appelle un DUI. Et donc, ce programme va chercher à financer les investissements pour les 5 prochaines années. Olivier l'a dit, le Ségur dans le champ médico-social, c'est pour 5 ans. Et donc, dans le cadre de la stratégie numérique qui est portée par la DNS, on va chercher à améliorer on va financer des infrastructures, des équipements informatiques, des logiciels. On a dans ce secteur-là, parfois, on peut avoir simplement un équipement informatique et un serveur qui est dans le bureau d'un éducateur spécialisé pour toute l'association. Donc, il y a vraiment besoin d'améliorer ce taux d'équipement. Il y a aussi besoin d'améliorer la conformité des solutions. Il y a encore beaucoup de gestion avec des tableaux Excel qui évidemment ne sont pas interopérables et qui évidemment ne prennent pas en compte la conformité aux référentiels et services socles dont Olivier a parlé tout à l'heure, donc INS, DMP, messagerie sécurisée de santé, Pro Santé Connect. L'interopérabilité, la sécurité entre ces systèmes d'information et avec les usagers, on a vraiment besoin de travailler ça. Et puis, on a besoin d'accompagner et de former au numérique l'ensemble des professionnels. C'est aussi un secteur dans lequel il y a un turnover très important. Et donc, il faut qu'on accompagne, qu'on soutienne la formation des professionnels, la montée en compétences également des directeurs de structures, des directeurs de SMS. On a souvent affaire à des structures de forme associative qui sont des petites structures et pour lesquelles la culture ou la maturité vis-à-vis du numérique est encore pas très élevée. Donc, on a besoin de soutenir également tous ces professionnels. Voilà, donc en quelques mots, résumer les objectifs et les enjeux du programme qui a été structuré en 2 grandes phases. Une phase d'amorçage et une phase de généralisation, donc pour soutenir progressivement le secteur. Cette phase d'amorçage, donc elle a démarré avec un cadrage, je vous le disais, de la CNSA dès 2019 et elle se déroule finalement jusqu'à la fin de l'année 2021. Les projets vont se poursuivre jusqu'à fin 2023. On donne 2 ans au projet pour se dérouler. Mais à partir de 2022, on mettra en œuvre des nouvelles modalités au travers d'une phase ce qu'on appelle la phase de généralisation. Donc, cette phase d'amorçage, elle nous permet essentiellement de mobiliser l'écosystème, de tester le dispositif avec des premières modalités, avec 2 temps. Un temps 1 qui était donc sur une première enveloppe de crédit qui a démarré avec une instruction en novembre 2020, une première enveloppe de crédit de 30 millions d'euros qui a permis de tester le dispositif. Je reviendrai sur les résultats de ce temps 1. Et puis là, on est en train de lancer un temps 2, là aussi, comme pour le financement à l'usage dans le secteur hospitalier, on est en train de finaliser l'instruction qui devrait paraître d'ici la fin du mois de juin. Donc, finaliser l'instruction, et on a fait en sorte d'essayer d'améliorer un peu les modalités qui étaient proposées dans le temps 1 pour tenir compte justement du retour d'expérience de ce temps 1. Mais en même temps, on va continuer à tester le dispositif en l'accélérant massivement, puisque là, on va commencer à mobiliser la première tranche des crédits du Ségur, c'est-à-dire une enveloppe de 100 millions. Donc, on poursuit, mais on accélère, on va beaucoup plus vite dans ce temps 2 de la phase d'amorçage. Et puis, en 2022, donc je le disais, il y a la phase de généralisation qui va démarrer avec les crédits du Ségur, alors dont les montants restent à déterminer, puisqu'on va mettre en place également en parallèle, à partir de début 2022, le dispositif dont Olivier a parlé tout à l'heure, qui est le dispositif de financement à l'équipement.
Donc, il va falloir qu'on répartisse nos enveloppes, qu'on répartisse nos crédits du Ségur entre ce qu'on va allouer dans le cadre de ce programme ESMS numérique pour le financement à l'usage et puis ce qu'on va allouer pour le financement à l'équipement des éditeurs, le financement direct des éditeurs avec le système ouvert et non sélectif dont Olivier a parlé. Et donc, il faut qu'on répartisse les crédits entre ces deux modalités qui sont évidemment en cours de cadrage, d'instruction, de travail, mais sur lesquels on n'a pas encore complètement atterri. Voilà. Donc, ça, c'est un peu pour avoir le panorama global de ce programme ESMS numérique dans le temps. Dans cette phase d'amorçage, donc, on a 2 temps. J'ai essayé de résumer sur cette diapo les modalités qui sont mises en œuvre dans le temps 1 et dans le temps 2. Donc, le temps 1, c'était avec l'enveloppe de la CNSA, donc les 30 millions sur lesquels 24 millions sont destinés aux ESMS, et vous voyez un peu plus bas dans la diapo, en bas de l'encadré, que 5,7 millions sont destinés au renfort RH dans les ARS et dans les grades, parce qu'il faut aussi que dans les régions, il y ait une mobilisation locale, une mobilisation dans les territoires pour aider les ESMS à répondre aux appels à projets et leur faire part simplement les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets, dans la réponse aux appels d'offres. Donc, aux appels à projets, pardon. Donc, ces appels à projets régionaux sont pilotés par les ARS. Le périmètre était volontairement restreint au secteur PAPH en priorité financé par l'assurance maladie. Les résultats, c'est que sur cette première phase, donc l'instruction novembre 2020, fin de sélection des projets fin avril, fin de conventionnement, ce sera 31 juillet. Il y a eu plus d'une 60aine de projets qui ont été sélectionnés et déjà 1340 structures qui vont être financées dans le cadre du temps 1 de cette phase d'amorçage. On a une obligation de regroupement des structures, c'est-à-dire on demande aux structures parce qu'on a des sujets de faible maturité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Les travaux qui ont été menés dans le secteur ont démontré que le fait de financer une structure toute seule, des petites structures isolées, c'était presque donner un coup d'épée dans l'eau, et qu'il fallait, pour que ces projets aient une certaine pérennité, on assure une mutualisation de la mise en œuvre d'une solution sur un ensemble minimal de SMS qui se seraient regroupés. Donc le socle minimum en métropole, c'est 15 ESMS pour monter un projet et 8 dans les DOM et en Corse. Donc, je vous le disais, de début 2021 à fin 2022, avec 3 niveaux de subventions qui sont proposés. Dans le temps 2, on a une enveloppe beaucoup plus conséquente pour les ESMS. Ça, c'est ce qui va démarrer dans l'instruction qui va apparaître fin juin. Et 12 millions d'euros également qui sont destinés au renfort RH en ARS dans les grades et aussi dans les collectifs SI médico-sociaux qui sont des groupes de travail qui se mettent en place dans les territoires pour proposer un accompagnement finalement par leurs pairs, c'est-à-dire ce sont des volontaires au niveau des fédérations régionales par exemple, au niveau des acteurs locaux qui se regroupent pour proposer d'aider des organismes ou des ESMS qui seraient plus isolés ou qui seraient moins matures à monter en maturité et à rentrer dans ce programme ESMS numérique. Donc ça, c'est pour la partie renfort RH. Là, on a toujours des appels à projets régionaux, mais on met aussi en place un appel à projet national pour les gros OG, pour ceux qui ont plus de 50 établissements et qui veulent déployer une solution déjà conforme sur l'ensemble de leurs établissements. On a par exemple dans le secteur médico-social des établissements ou des gros organismes qui peuvent avoir jusqu'à 2000 SMS. Donc là, on ne va pas leur demander de candidater auprès de chaque région, mais on va organiser un appel à projet national dès le mois de juillet. Là, on élargit le périmètre dans le temps 2, puisqu'on n'est plus seulement sur les établissements PAPH en priorité financés par l'assurance maladie, mais sur la totalité des ESMS qui relèvent de l'article L312-1, y compris ceux qui sont financés par les conseils départementaux. Donc là, on va toucher à la fois la protection de l'enfance, le secteur de la dictologie, la protection juridique des majeurs, l'hébergement d'urgence, etc. Donc on est dans
dans un périmètre médico-social et social beaucoup plus large. Et c'est là où on va en cible chercher à financer 30 000 établissements. Dans ce temps 2 et avec cette enveloppe de 85 ESMS, on va chercher à atteindre, alors ce sont des chiffres indicatifs, puisqu'on ne sait pas encore véritablement combien de projets ça représentera, étant donné ce critère de regroupement, mais on vise un peu plus de 5000 ESMS qui seraient financés d'ici la fin de l'année sur l'ensemble du territoire. On a un tout petit peu assoupli la contrainte de regroupement, qui est maintenant, c'est subtil, idéalement pour 15 ESMS et idéalement en métropole et 8 dans les DOM et en Corse, parce qu'on a senti que dans quelques territoires, c'était difficile d'avoir strictement ce chiffre de 15, donc on a un tout petit peu assoupli. Le calendrier, c'est celui donc les 2 ans qui viennent à partir de juillet 2021. Là, on a mis en place 6 niveaux de subventions, donc on a plus de prestations qui sont financées dans ce temps 2. Et puis, des modalités qui sont identiques aux 2 temps, c'est à la fois le fait que les projets doivent mettre en œuvre l'interopérabilité du DUI avec au moins 2 services socles, c'est-à-dire messagerie sécurisée de santé, DMP ou e-prescription. Donc ça, c'est pour les établissements médicalisés. Pour ceux qui ne sont pas médicalisés, on leur propose de le faire, d'être interopérable avec la messagerie sécurisée de santé et e-parcours à minima. Et l'obligation d'intégrer l'INS pour tous, donc dont Olivier a parlé aussi tout à l'heure, sauf dans les cas un peu particuliers, notamment dans la dictologie, on a souvent des associations ou en tout cas des usagers qui sont pris en charge de façon anonyme, compte tenu de leur parcours ou compte tenu des spécificités de ce secteur. Dans les 2 cas, on est sur une modalité d'achat via le marché du RESA, c'est-à-dire que les éditeurs, pour que les ESMS soient financés, il faut qu'ils contractualisent, qu'ils passent commande auprès d'un éditeur qui a été référencé auprès du RESA. Le RESA, c'est la centrale d'achat qui a été choisie et mandatée par la CNSA pour pour mettre en œuvre ces crédits. Et puis, on a des crédits de paiement qui sont versés sur 2 ans avec une vérification sur la dernière tranche de critères d'usage qui prennent notamment en compte l'usage bien évidemment du DUI, mais aussi l'usage des référentiels et services socles, c'est-à-dire l'usage du DMP, de la messagerie sécurisée de santé. Et donc les derniers paiements sont indexés, sont adossés à la vérification, au fait qu'il y a bien un usage véritablement de ces outils qui est fait derrière par les structures. Alors, en termes juste rapidement, donc le planning de ce temps 1, temps 2, donc vous voyez le temps 1 en vert là, dans la partie supérieure avec les appels à projets régionaux, le conventionnement, donc je vous ai dit que c'était fin juin, mais en fait il vient d'être décalé à fin juillet et donc le suivi des projets, et puis le temps 2 qui va donc démarrer en juillet avec des appels à projets régionaux, une phase de sélection des projets, un conventionnement, et puis la même chose pour l'appel à projet national pour les gros projets. Et puis en parallèle, donc, on est en train de finaliser l'instruction, comme je le disais, qui va être publiée là, dans les derniers jours du mois de juin. On a besoin de publier également un décret FMIS, puisque les crédits du Ségur sont mis en œuvre au travers d'un fonds de modernisation et d'investissement pour la santé, et donc de publier une circulaire FMIS dans la foulée qui va permettre de déléguer tous ces crédits aux ARS qui vont prendre en charge ces appels à projets. Donc ça, c'est peut-être la partie quand même appels à projets régionaux, appels à projets nationaux. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des ESMS qui sont présents ou des représentants d'organismes gestionnaires. En tout cas, c'est vraiment l'avenir très très proche, dans l'immédiat. Vous pouvez vous projeter, prendre contact avec vos ARS si ce n'est pas déjà fait, pour candidater, pour répondre à l'appel à projet là, qui vont être publiés très vite, début juillet, dès publication de l'instruction. On a déjà anticipé et donné tous les éléments aux ARS pour que les appels à projets puissent être publiés dès les premiers jours de juillet. Voilà. Un petit zoom rapide sur
les niveaux de financement, les subventions qui sont possibles. Donc, je vous le disais, il y a dans le temps 2 de la phase d'amorçage, puisque maintenant le temps 1 est derrière nous, donc c'est en cours, mais on va pas revenir dessus. Donc, on a des forfaits pour l'acquisition d'un DUI qui couvre à la fois ce qu'on va donner ce que le SMS va donner à l'éditeur, mais aussi la construction de son projet, 1 an de maintenance, 1 an de garantie, et puis le pilotage du projet, donc ces 25 000 € pour l'acquisition du DUI qu'on donne à chaque ESMS doivent couvrir l'ensemble du projet et pas seulement l'acquisition du logiciel en elle-même. 10 000 € pour la mise en conformité d'un DUI qui est déjà installé et 20 000 € pour l'équipement matériel et infra, puisque je vous le disais tout à l'heure, on a une situation vis-à-vis du matériel et des infrastructures dans le secteur médico-social qui mérite d'être rattrapée de façon assez massive. On propose également 2 types de prestations d'AMOA, l'une à hauteur de 15 000 € pour aider les groupements à passer leur marché, à postuler à l'appel à projet. Donc, encore une fois, c'est des petites structures. Elles savent, pour certaines, peu ou pas très bien ce que c'est qu'un projet de système d'information. Donc, il faut les aider à monter en compétences là-dessus. Et puis, 100 000 € pour aider là aussi le groupe à piloter son projet et donc à mobiliser en réalité un chef de projet interne ou externe qui va être commun et qui va aider les 15 structures du regroupement. Donc avec une enveloppe de 100 000 €, on peut financer quelqu'un sur la durée pendant presque 2 ans pour mettre en œuvre ce projet. Donc ça, c'était pour les petits OG. Pour les moyens organismes, donc c'est ceux qui ont moins de 15 ESMS. Pour les organismes gestionnaires moyens, on a les mêmes prestations, mais on n'a plus l'accompagnement, les prestations d'AMOA, on se limite, et non plus les prestations d'équipement matériel et d'infra. Ça, c'est vraiment réservé aux petites structures. Et puis ensuite, on a un cas numéro 3 qui sont les gros organismes gestionnaires, ceux qui ont plus de 50 structures, qui eux vont répondre dans le cadre de l'appel à projet national avec un forfait de généralisation à hauteur de 5 000 €, mais pour lequel on est en train d'étudier une dégressivité pour les très grosses structures, celle dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, 2000 structures. On ne peut pas donner 5 000 € par structure quand il y a 2000 structures dans un groupe. Donc, on étudie actuellement la dégressivité qui va être proposée pour ces grandes structures. Donc, voilà à peu près les niveaux de subventions qui sont possibles dans le cadre de ce temps 2 de la phase d'amorçage. Là aussi, je passe très rapidement sur ces 2 diapos qui sont tous les matériaux que l'ANAP notamment met à disposition du secteur médico-social pour comprendre le numérique et pour aider l'ensemble des acteurs à monter en compétences dans le secteur médico-social. Donc, à la fois des kits de déploiement, des outils de quelles doivent être les fonctions, quel doit être le rôle d'un directeur de SMS vis-à-vis du système d'information, comment est-ce qu'on gère un projet, un kit RGPD. Donc, il y a beaucoup de matériaux qui sont mis à disposition par l'ANAP, et il y a aussi beaucoup de webinaires qui sont organisés par l'ANAP pour aider l'ensemble des professionnels de ce secteur à monter encore une fois en maturité. Il y a vraiment un saut très important à faire, et donc tous ces éléments que vous pourrez retrouver sur le site de l'ANAP. Encore une fois, si parmi vous il y a des représentants du secteur médico-social et que vous ne connaissez pas ces éléments, je vous invite à en prendre connaissance. Ce sont des documents très intéressants pour faire monter l'ensemble du secteur. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce programme ESMS numérique à ce stade. Alors, j'en vois pas. Je pense qu'on peut poursuivre. On fera une séance questions-réponses globale tout de suite après. Alors, très bien. Donc, je poursuis simplement pour… alors, la deuxième partie de cette présentation, qui va être plus courte, concerne plutôt le programme Ségur, et dont Olivier a parlé tout à l'heure, et le fait que vous voyez ici sont positionnés au centre de la diapo en verticale, donc la task force médico-sociale. Olivier a parlé de hôpital, biologie, radiologie, médecine de ville, pharmacie qui n'est pas encore démarrée, et donc les task force du médico-social qui s'inscrivent donc bien dans ce programme Ségur. Je ne m'étends pas sur les équipes qui nous aident ici en transverse et qui
apportent leur expertise sur divers sujets, enfin sur tous les sujets finalement qui émergent des task force et pour lesquels on a besoin d'expertise. Donc on a à nos côtés et on peut s'appuyer sur ces équipes et c'est vraiment d'un grand renfort dès lors qu'on sort des sujets des task force. Et donc mon petit focus là, c'est dans le secteur médico-social, sur ces task force, comment est-ce qu'on a justement appréhendé le sujet, comment est-ce qu'on s'y est pris. Donc, à nouveau, c'est un levier majeur, le numérique, hein, je l'ai dit en introduction, je ne vais pas y revenir, pour faciliter les démarches des personnes accompagnées. Enfin, je vous laisse prendre connaissance de ces éléments que j'ai déjà présentés tout à l'heure, et avec des freins très importants qui sont notamment le nombre important, l'hétérogénéité des structures, l'imbrication très forte avec le secteur sanitaire, sans que pour autant les personnes vulnérables soient reconnues comme des cibles prioritaires par le secteur sanitaire, c'est-à-dire qu'une personne âgée, quand elle rentre à l'hôpital, elle n'est plus une personne âgée, elle est un patient de l'hôpital, mais en quelque sorte, on la coupe un peu de son parcours de personne âgée. Donc, il n'y a pas nécessairement une prise en compte spécifique de ces parcours différents dans le reste du secteur sanitaire, mais il y a quand même une imbrication très très forte puisque c'est en permanence des allers-retours entre le secteur de la ville, les paramédicaux, la radio, la bio, etc., l'hôpital et puis le secteur médico-social. Donc ça, c'est un facteur de complexité supplémentaire. Et puis, il faut bien le dire, hein, on fait face aussi à un sous-investissement assez chronique, je crois qu'on peut le dire, hein, dans le secteur médico-social, de la puissance publique sur ce sujet. Et donc, les 600 millions des crédits du Ségur doivent nous permettre justement d'envisager l'accélération historique pour moderniser les outils, les pratiques, et en particulier répondre aux objectifs du Ségur, hein, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, qui sont d'accélérer de façon très massive l'échange et le partage des données dans le secteur médico-social avec le secteur sanitaire, entre les professionnels et avec les usagers. Donc, je ne vais pas m'étendre non plus sur cette diapo où on a cherché à caractériser les spécificités du secteur médico-social, mais vous pouvez voir très rapidement que les parcours de vie sont très différents entre personnes âgées, enfants, migrants. Évidemment, ce n'est pas du tout le même parcours. Les acteurs qui interviennent, suivant qu'on est à domicile, suivant qu'on est des acteurs du travail, de la réinsertion, de l'hébergement, sont tout à fait différents. Les besoins vis-à-vis des référentiels socles, des référentiels et services socles, par exemple, sont différents. Les problématiques d'identito-vigilance, quand on prend en charge quelqu'un à son domicile, sont beaucoup moins prégnants. Quand on va chez quelqu'un, on est quand même plus sûr de ne pas se tromper d'identité que quand on est dans une prise en charge dans un EHPAD où, par exemple, s'il y a deux Madame Martin, on peut avoir une confusion dans les prises en charge. Je l'ai dit tout à l'heure, la maturité vis-à-vis du numérique est aussi très variée en fonction des secteurs. Les organisations, c'est à la fois des petites structures très isolées et puis des beaucoup plus gros groupes. On pense notamment aux groupes privés commerciaux dans le secteur des personnes âgées. Donc là aussi, des modalités d'organisation et une maturité vis-à-vis du numérique qui, bien sûr, est assez différente et hétérogène. Et puis, en dernier lieu, des leviers qui peuvent être différenciés puisque parfois on a affaire à donc des acteurs publics, enfin, des acteurs privés, pardon, qui ont un poids assez fort dans le secteur, ou alors des acteurs publics, ou voire des petites associations pour lesquelles, là aussi, les leviers ne peuvent pas être les mêmes. Donc, pour ces différentes raisons, on a choisi une approche différenciée pour mettre en place les task force du secteur médico-social. Et donc, on a démarré au mois d'avril 3 task force. Une task force personnes âgées, une task force personnes en situation de handicap et une task force acteurs du domicile qui intègre en transverse des usagers du secteur PA et PH. Et donc, on mène ces groupes de travail là, depuis le mois d'avril et jusqu'à la fin du mois de juillet pour identifier tous les cas d'usage qui vont nous permettre
de massifier très largement l'échange et le partage de données dans ce secteur. Alors, pour des raisons de bande passante et parce que 3, c'était déjà pas mal en parallèle, on n'est pas en capacité pour le moment d'adresser les autres secteurs du médico-social, mais à partir du mois de septembre-octobre, plus vraisemblablement en octobre, on va démarrer ces task force sur le champ des PDS, donc les publics en difficulté spécifique, notamment la dictologie, la protection de l'enfance, et puis un troisième sujet qu'on n'a pas encore complètement identifié, mais qui pourrait être peut-être la protection juridique des majeurs. Voilà, donc on y va domaine par domaine, parce que, comme je viens de vous le dire, chaque domaine est vraiment très spécifique, et donc il n'est pas possible d'avoir une analyse globale de l'ensemble du secteur médico-social. Alors après, au fur et à mesure de nos travaux, on voit qu'on chemine et que finalement, il y a des choses qu'on arrive à mutualiser, il y a des choses qui se regroupent, comme ça a été le cas dans le secteur sanitaire. Il y a des choses qui émergent et qui peuvent être transverses aux différentes task force. Donc, on fait cet exercice en permanence de regarder ce qui peut être mutualisé, mais l'analyse mérite, la complexité des domaines mérite une analyse spécifique pour chaque secteur. Et donc, ça va nous permettre, ce travail dans les task force, de faire ce que Olivier disait tout à l'heure, qui est donc, alors c'est plus la labellisation, c'est effectivement le référencement dont on va parler maintenant, mais ce qu'on souhaite, c'est amener les éditeurs progressivement à avoir des solutions qui soient beaucoup plus conformes à un cadre fonctionnel et technique. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est référencer ces éditeurs, donc avec le processus de référencement, encore une fois, dont Olivier a parlé tout à l'heure. Donc, on va élaborer non pas un DSL, mais un DSR. Et les task force vont nous permettre d'identifier toutes les exigences en matière d'échange et de partage des données avec les référentiels et services socles auxquels les solutions de DUI devront répondre. Et donc, progressivement, on va amener les éditeurs, on va mieux piloter la trajectoire d'évolution finalement des solutions proposées par les éditeurs, et on va les amener progressivement à respecter à la fois le cadre fonctionnel du DUI, puisqu'il y a des travaux en parallèle qui sont menés par l'ANS dans le cadre d'un GT conformité, où on identifie les exigences fonctionnelles auxquelles la solution doit répondre. Et puis, en parallèle, dans les task force, on travaille à identifier les exigences en matière de référentiel et services socles auxquelles les solutions doivent répondre. Et donc, ce DSR, ce référencement qu'on va essayer de mettre en place à partir du mois d'octobre, l'objectif, c'est à la fois que dans le cadre du programme SMS numérique dont je vous ai parlé juste avant, eh bien, on attribue les financements à l'usage si le SMS a contractualisé avec un éditeur référencé, non plus auprès du RESA, mais référencé Ségur, donc avec une démarche beaucoup plus exigeante et beaucoup plus engageante finalement de la part de l'éditeur. Et puis, ça va nous permettre de mettre en place le financement direct des éditeurs, dont Olivier a parlé de manière plus détaillée tout à l'heure. Voilà. Donc voilà un peu pour ce panorama global sur à la fois le programme SMS numérique et puis les travaux qui sont en cours, qui doivent vous permettre de mettre un peu en perspective ce vers quoi on essaye d'aller pour accélérer encore une fois la maturité numérique du secteur et surtout l'échange et le partage de données pour mieux accompagner les usagers. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous laisse poser des questions, Jean-Louis. Merci Emmanuel. Donc là, on va passer aux questions. Il y en a une de Emmanuel Alric. Avec la labellisation des solutions de DUI, est-il prévu de faire la même chose avec les hébergeurs des applications qui ne sont pas forcément des éditeurs? Ah, belle question. On y revient tout de suite. Qui prend la réponse? Olivier, Odile? Vas-y, Olivier. DUI, c'est pas pour toi? Ah, la question, elle est… Pardon, je n'avais pas compris que la question… Ouais, est-ce que vous pouvez redire la question, pardon? Je la repose si vous voulez. Avec la labellisation des solutions DUI, est-il prévu de faire la même chose avec les hébergeurs de ces applications qui ne sont pas forcément les éditeurs? Si Emmanuel veut prendre la parole pour préciser sa question, il n'y a pas de souci, bien sûr. Alors, Jean, oui, je vais te faire
peut-être une réponse partielle, mais qui conviendra peut-être. En fait, en effet, on a par abus de langage depuis le début, en fait, parlé exclusivement d'éditeurs. Donc, pour être labellisé, en effet, il faut être exclusivement l'éditeur. Pour venir signer une convention avec l'ASP, il faut être soit l'éditeur, soit le distributeur de la solution. En fait, en gros, c'est le logiciel qui est labellisé, ce n'est pas celui qui le commercialise. Et par contre, celui qui signe avec l'ASP, c'est celui qui le commercialise. Et donc là, il y a plusieurs scénarios, en effet. Il arrive que ce ne soit pas celui qui l'édite qui le commercialise sous une forme ou une autre. Et donc, c'est celui qui le commercialisera qui signera avec l'ASP. Évidemment, il peut y avoir plusieurs sociétés qui distribuent un unique produit. Donc, il y aura peut-être 3 conventions signées pour un produit unique. Alors, je me permets peut-être d'intervenir. Je ne parlais pas de commercialisation forcément de ces solutions. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des éditeurs proposent, ou pas tous, mais leurs solutions en mode SaaS hébergé et donnent la possibilité aux clients soit d'avoir éventuellement une version, ce qu'on appelle on-premise, qui s'installe sur un serveur chez eux. Et il y a un certain nombre d'hébergeurs dont Wedeep fait partie, dont nous faisons partie, qui pouvant être amenés à héberger ces applications dans le cadre de prestations de cloud privé que nous proposons aux ESMS. C'est-à-dire que les serveurs ne sont pas chez eux, c'est nous qui les hébergeons dans nos data centers et nous hébergeons donc les applications des éditeurs. Voilà. Et donc, si vous voulez, on parle beaucoup effectivement de financement du DUI, mais on ne parle pas forcément de financement de l'hébergement, entre guillemets, ou de la prise en charge de l'hébergement de ces applications. Alors, en effet, dans les subventions que j'ai mentionnées tout à l'heure dans le programme SMS numérique, il n'est pas prévu de financement pour l'hébergeur. Ce qui est financé, c'est la solution éditeur. Alors effectivement en mode SaaS ou autre. Après, le financement, il est donné à l'ESMS et il peut y avoir un accord, un agrément entre le SMS et son hébergeur, mais il n'y a pas de subvention en tant que telle qui flèche spécifiquement l'hébergeur. Peut-être vous souhaitez que je repartage les niveaux de subvention. Non, mais c'est assez clair. Non, mais effectivement, voilà. C'était une question que je posais parce qu'effectivement, c'est important quand un SMS prévoit d'externaliser son système d'information, la totalité de son système d'information serveur chez un hébergeur. C'est un projet, c'est un vrai projet de transformation numérique et avec du temps, de l'énergie, des coûts, etc. Des coûts d'acquisition et des coûts récurrents. En fait, pour préciser la réponse, nous, comme je vous l'ai dit, historiquement, en fait, il y avait souvent un gros paquet de financement. On disait, voilà, on vous donne cet argent si ça marche. En gros, je fais la caricature. Là, on s'est dit, bon, il faut qu'on soit collectivement plus directif sur ce qui est contenu dans le logiciel. Et donc, on extrait de l'ensemble des éléments qui doivent être mis en œuvre, de l'ensemble de ce qui doit être financé, le volet logiciel, qui probablement représente un gros morceau, et en plus celui sur lequel on a vraiment envie en fait, de creuser et d'aller mettre des spécifications précises et dans une relation qui n'implique pas en fait chaque acteur de l'offre de soins avec son éditeur, mais plutôt au niveau de l'État. C'est pour ça qu'on a un petit peu renversé la donne, à la demande des deux côtés d'ailleurs, et les éditeurs et les acteurs de l'offre de soins étaient en demande, en gros, d'avoir un seul canal de communication, un peu pushy, parce que du coup, il n'y a que nous qui payons à la fin. Ça ne veut pas dire que derrière, on n'encourage que des achats logiciels non installés, quoi. Mais le reste, en fait, est pris par les financements complémentaires dans lequel, je vous disais, c'est un bundle dans lequel vous mettez l'équipement s'il y a besoin, le réseau, l'hébergement, la formation, la transfo, etc. Et donc, c'est dans ce financement complémentaire-là qu'il faudra aller chercher, en fait, tout le reste qui est nécessaire à faire fonctionner. Et donc, nous, on n'a pas redécoupé celui-ci en disant, voilà,
à l'accueil, la formation, à l'INS. Donc, ça va coûter combien de TP et puis donc, on met un financement pour ça. Et puis, l'hébergement, il y a combien de VM qui sont nécessaires, donc on met un financement pour ça, etc. Donc, on a fait un cut, on a juste coupé, on a extrait la partie logicielle et tout le reste financé par l'établissement de manière classique avec le financement associé, quoi. Oui, juste pour préciser, sur les 25 000 euros, par exemple, de la subvention pour une acquisition, si finalement le projet coûte beaucoup moins cher et que la solution logicielle coûte aussi beaucoup moins cher auprès de l'éditeur et qu'il reste une marge de manœuvre pour financer l'hébergement, bah, voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est effectivement un bundle et dans lequel, enfin, on n'est pas rentré dans le détail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense. Donc, en fait, on voit qu'il y a un certain nombre de dispositifs très cohérents et très complémentaires qui s'emboîtent les uns avec les autres maintenant, là. Alors, en effet, merci de nous avoir éclairés parce que malgré tout, c'est un peu technique et il vaut mieux avoir l'information venant de la source, comme on a l'habitude de dire. Concernant donc le référencement des solutions, vous savez que Haute-Garonne est un des 3 territoires qui est pilote de Mon Espace Santé. Et donc, du coup, évidemment, on va montrer un certain nombre de fonctionnements qui sont aussi bien la messagerie de santé sécurisée que le transfert de données vers le DMP. Et évidemment, le référencement des solutions et des applications dans Mon Espace Santé va démarrer au niveau national sur le second semestre avec un agrément et une labellisation qui aura lieu au premier trimestre de l'année 2022. Je parle bien sûr sous votre contrôle, Olivier et Odile. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va organiser avec Ella Gariani une session spécifique sur la méthodologie de référencement de ces applications. On en a parlé avec le comité stratégique d'Occitanie santé numérique avec Madame Le Pochet qui est là. Donc, on va organiser cette formation qui est prévue avec Ella sur le second semestre de manière à bien préciser aux structures qui vont candidater pour les applications à Mon Espace Santé, quelle est la méthodologie, puisque tout ça est en cours, aussi bien en termes de sécurité que d'éthique, que de fiabilité des contenus et que d'interopérabilité, bien sûr. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie à nouveau Odile et Olivier. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une session future. En tout cas, bonne journée et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Avec Merci à tous. Merci Jean-Louis. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Monsieur Fraisse.